L'œil du peuple, la politique sans filtre. Les finances publiques en RDC, nous allons aborder cette question qui jase dans l'opinion parce que vous savez que nous avons eu autant des ministres des Finances, mais il y en a qui se sont démarqués à travers leur gestion. Alors nous allons ici épingler quelques démarcations entre les membres qui existent justement entre quelques membres du gouvernement qui ont géré les finances, mais est-ce que les finances publiques sont-elles au rouge avec Félix Tshisekedi? Oui ou non? Alors nous allons recevoir un économiste, il est non seulement économiste mais également politique, Cédric Moudiatou, avec qui on va parler des finances publiques et puis des réalisations sur toute l'étendue du territoire national à travers les ministères des Finances ou les ministres des Finances qui se sont succédés. Bonjour, M. Cédric. Bonjour, cher Désiré. Vous allez bien? On tient le coup, on tient le coup. Alors, je voudrais qu'on commence par quelques révélations qu'il nous faut expliquer à la population congolaise, bien que ça sera difficile pour que tout le monde comprenne, mais nous allons essayer de pouvoir pousser la réflexion à ce que tout le monde comprenne. Actuellement, au pays de Joseph Kabila, bon, pas Joseph Kabila, de 2018, lors de la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, à aujourd'hui, vous trouvez que les finances sont au rouge ou les finances sont, j'allais dire, normales? Merci, cher Désiré. Je suis d'abord très content du choix de la thématique qui justifie évidemment l'intérêt que tu accordes au bien-être social. Puisqu'il va falloir souligner que la finalité de l'action de l'État, c'est le bien-être social. Exact. L'on peut tout dire, on peut apprécier, ou même encore les politiciens peuvent manipuler. Mais ce n'est pas la communication d'une action gouvernementale qui est le produit fini qu'attend consommer le peuple. C'est qu'attend le peuple d'une action publique, d'une action gouvernementale, c'est le bien-être social. Mais ce bien-être social n'est pas une faveur qu'on donnerait à la population, c'est un droit. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est issu et héritier d'un combat qui prône le bien-être social. D'ailleurs, pour ça que son parti s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Partant de là, le président, le feu Dr Étienne Tshisekedi, prôna en son temps le peuple d'abord. Par peuple d'abord, il voyait l'ensemble du mécanisme de gouvernance qui se canalise vers le bien-être social à travers la gouvernance. De cela, je me suis dit il fallait que nous puissions créer une ligne de démarcation entre le débat, aujourd'hui devenu l'apanage des opportunistes, qui font passer en premier lieu le politique en lieu et place du patriotique. Puisque finalement, c'est le politique qui écarte le peuple congolais à la réflexion. Ah, c'est ça? Oui. Il écarte le peuple à la réflexion au nom d'un certain militantisme. C'est pas mauvais d'être militant, mais encore faut-il que ce militantisme sous-tende le civisme et l'éducation. C'est ce qui fait que des pays devenus grands aujourd'hui ont d'abord investi dans le capital humain de manière à ce que la population puisse accompagner les efforts des dirigeants. L'inverse, c'est la marche à reculons que nous, République démocratique du Congo, connaissons. C'était pour moi une manière, une fois de plus, de saluer le choix que tu as opéré en termes de la thématique par rapport à cette émission. Très bien. Mais on a l'impression que Félix Tshisekedi échoue financièrement parce que je rappelle ici que nous avons quelques projets
financés jadis par le gouvernement congolais, mais aujourd'hui, ces projets-là sont par terre. Je prends ici l'exemple de PDL 145, ou 145 territoires pour la compréhension de tous. On parlait à cette époque-là de la gratuité de l'enseignement des bases. D'ailleurs, au début, certainement que ça a marché, mais actuellement, c'est... En tout cas, nous payons aujourd'hui, hein, on nous demande, on nous exige des frais, des motivations des enseignants. Peut-on parler des finances qui sont au rouge aujourd'hui et qu'est-ce qui occasionne qu'il y ait un changement? Bien sûr. Pour répondre à ta question, je voudrais bien sûr que ceux que nous suivront, que nous fassions plus de cette émission une émission pédagogique, à caractère très scientifique, que ça ne soit pas les noms des individus. Mais on doit citer quelques individus parce que c'est logique. Nous allons toujours rallier. Ce sont des individus qui gèrent. Évidemment, les anges ne viennent pas diriger. D'accord. Mais bien sûr que le cœur de nos échanges ne sera pas les individus. Oui. Mais nous saurons toujours faire le raccordement puisque l'histoire doit se rapporter à l'action de chacun. Tout à fait. L'émergence d'un pays comme le nôtre, un pays qui a une dotation économique très importante, laquelle le fait passer pour un scandale géologique, nécessite d'abord le génie créatif. Puisque le développement, c'est la domestication de la nature. Ça doit commencer par là. L'homme doit être en mesure de domestiquer la nature de manière à profiter de celle-ci. Assez souvent, lorsqu'on évalue les gouvernements, faites les micro-baladeurs, on ne dit jamais que ce gouvernement-là a gagné puisque le ministre du tourisme, les ministres du commerce extérieur, les ministres du genre et famille. Le gouvernement a plusieurs compartiments. Mais puisqu'au début j'ai dit la finalité c'est le bien-être social, la réussite d'un gouvernement a toujours été liée à l'organisation en termes de finances publiques. Tout à fait. Assez souvent, d'autres secteurs peuvent échouer. Mais lorsque le peuple mange, le peuple ferme les yeux à tout ce qui reste. Exactement. Aujourd'hui, et il s'est dit, c'est bon. Ce n'est pas l'homme congolais seulement. C'est puisqu'il a aussi été dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Avant que nous puissions penser à autre chose, mangeons nous ne devons d'abord qu'avoir un ventre plein et le reste. La Bible a aussi dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc du pain d'abord, mais pas seulement le pain, mais d'abord le pain. Il y a un ajout, mais c'est d'abord le pain. Le pain d'abord. La réponse, c'est aussi la parole de Jésus-Christ à Pierre. Qu'est-ce que nous obtenons en te suivant? Il a dit d'abord le centuple sur terre. Ça se rapporte au ventre. Sous Joseph Kabila, à l'arrivée du président de la République, la RDC est presque un pays en autarcie, sur tous les plans. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Sur le plan économique, par les faits que l'ancien régime avait finalement un dogme. Le dogme, c'était le détournement, la tricherie et la désorientation des canaux de mobilisation. Matata Pogno parlait des coulages des recettes. C'est cela qui avait justifié la rupture en termes de confiance avec les partenaires internationaux, notamment les institutions de Bretton Woods. Parce que la gabegie financière, la malversation financière, c'était la caractéristique de la gouvernance. Cela a continué. C'est poursuivi même à l'arrivée du président de la République, puisqu'il y avait une coalition Cash-FCC. Oui. Et puisqu'on parle de la coalition Cash-FCC, sans évoquer les intentions politiciennes de l'autre camp, qui continuaient par l'effet des mécanismes politiques, alors les mêmes habitudes également ont continué, avec un certain Sélé Alagouli. Il y a une rupture, oui ou non? Attendez, oui. Je suis en train d'expliquer ce que j'ai demandé que ce soit une émission pédagogique. D'accord. Sélé Alagouli était la représentation de l'ancien régime dont la caractéristique venait ici d'être évoquée. Il faisait partie du FCC. Heureusement, le président de la République tout de suite a compris que lui avait une vision et que le peuple attendait de lui l'accomplissement de celle-ci. Il a déclaré la rupture de cette coalition. Cette rupture a fait que le président de la République trouve la réponse d'abord à travers un casting. Puisque la cheville ouvrière du développement, c'est l'homme. Alors il faut encore que vous sachiez trouver l'homme qu'il faut tout à fait, à la place
qu'il faut. A-t-il trouvé Félix Tshisekedi? Heureusement pour le président de la République, il l'avait trouvé. L'oiseau rare qui devrait changer le paradigme avait été trouvé. Qui ça? Où est cet homme-là? Parce que je pensais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Je pensais qu'on allait respecter les principes plutôt de parler des faits que des individus. Non, on doit parler des individus parce que ce sont des individus qui animent les institutions. Lorsque le chef de l'État met fin à la coalition, le secteur des finances publiques désormais est pris par le ministre, l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui succède à Sélé Alagouli. L'intelligence étant la capacité de répondre aux faits, la capacité associative des aspects cognitifs. Ce monsieur, Nicolas Kazadi... Parce que vous avez parlé de Nicolas Kazadi. Moi, je voudrais... Non, mais je réponds. Oui, justement. C'est cette interruption. Tes interruptions n'aideraient pas, effectivement, à être pédagogique dans notre explication. Mais commençons... Je dois poser la question. Commençons par analyser la différence entre Sélé et Alagouli que vous avez décrit et Nicolas Kazadi qui l'a remplacé. Il n'y avait pas de raison pour autant de m'interrompre parce que c'est exactement ce que je faisais. Ah d'accord, mais il faut poser la question. Mais bien sûr, tu m'as relancé, mais laisse-moi aussi expliquer. Vous avez la parole. J'ai parlé de Sélé Alagouli déjà parce que j'ai dit qu'il était l'élément de continuation de la malversation financière de la gabegie. C'est globalisant. Ça englobe effectivement les antivaleurs répréhensibles en termes de la gestion des finances publiques. D'où il y avait nécessité d'une rupture. La rupture devrait commencer à travers les réformes. Les réformes en finances publiques sont très importantes. Lorsque Nicolas Kazadi est arrivé, grâce aux réformes qu'il a amenées dans ce secteur, les réformes qui, évidemment, ont consacré la reconstitution de la confiance. Parce qu'on peut se poser la question, en quoi est-ce que vous parlez des réformes? J'ai commencé par dire que l'autarcie était déterminée par l'effet de la malversation qui avait rompu la confiance avec les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et les FMI. Lorsque Nicolas Kazadi arrive, à travers les réformes apportées par lui, la discipline, l'orthodoxie financière, notamment la transparence dans la chaîne des dépenses, la transparence dans la trajectoire des dépenses, a insufflé l'espoir et a reconstitué la confiance vis-à-vis des partenaires internationaux. Directement, nous avons la réponse. La réponse, c'est que les réserves d'échange qui étaient de 800 millions, nous les avons à plus de 4 milliards. Les réserves d'échange permettent de financer le déficit de la balance des paiements. Pour un pays dont l'économie est extravertie, c'est quelque chose de très important. Alors, grâce au génie créatif de Nicolas Kazadi à travers les réformes, nous avons vu les réserves d'échange passer de 800 millions à plus de 4 milliards. Évidemment, avec l'accompagnement des institutions de Bretton Woods. La discipline financière dont je parlais ici, à travers évidemment aussi le président qui a impulsé effectivement une justice qui a cessé d'être l'instrument de répression politique, nous avons vu que les canaux de mobilisation ont commencé à être réorientés, nous faisant passer de la déclaration de Luzo Lobambi, où l'on perdait plus de 10 milliards à travers le détournement. Mais cette fois-ci, il y a canalisation des efforts de mobilisation qui nous fera passer d'un budget de 4 milliards à 16 milliards. Le fait du passage du budget de 4 milliards à 16 milliards a directement eu un impact, c'est qu'on considère être les effets d'entraînement en économie. L'impact, c'est quoi? Il y avait un article de la Constitution en souffrance. Depuis 2006 que la Constitution est en vigueur, il y a l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement. J'ai dit ici que le développement doit être auto-entretenu par l'effet de l'investissement dans les capitaux humains. D'où on ne doit pas continuer à importer le savoir des autres pour venir effectivement rendre actifs nos chantiers. Nous devons nous-mêmes être en mesure de produire des capacités à pouvoir assurer le développement auto-entretenu. D'où il y a toujours nécessité de saluer la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 6 millions d'enfants. 6 millions, c'est même la population du Gabon. Ce n'est plus le cas actuellement. Je viens. Grâce à ces génies créatifs, la gratuité de l'enseignement est financée. A commencé à être financée à travers les années. Grâce à cet accroissement budgétaire, nous sommes même arrivés à ce programme de santé universelle avec notamment les accouchements gratuits. Mais il y a rupture. Attendez, Désiré, j'explique. Oui.
les accouchements gratuits, c'est ça le bien-être social. Beaucoup de Congolais posent la question. Le social, c'est un package dans lequel vous n'avez pas que le manger. Vous avez l'éducation, vous avez le logement, vous avez l'accouchement qui fait partie de la santé, et bien, j'en passe. Nous avons commencé à avoir des réponses à ce qui étaient des questions qui, depuis des années, n'avaient pas rencontré de satisfaction. Grâce à Nicolas Kazadi. Grâce effectivement aux réformes apportées par Nicolas Kazadi, lesquelles nous ont poussé à cet accroissement-là. Les femmes ont commencé à accoucher, même par césarienne, gratuitement. Sous Nicolas Kazadi, n'en déplaise à ses détracteurs, l'État congolais a commencé à payer ses dettes. L'État congolais a commencé à financer les programmes de vaccination. L'État congolais a commencé à financer sa reconstruction, notamment à travers ce que vous avez évoqué, le programme de PDL 145 territoires. Les infrastructures tant routières, sanitaires, scolaires ont commencé à être construites. On parle de la retraite des fonctionnaires de l'État qui passe, la retraite moyenne du fonctionnaire passe de moins de $10 à plus de $200 par mois. Ça, c'était des réformes apportées par le ministre Nicolas Kazadi. Fort malheureusement, avec la culture congolaise, où il y a la politique, où il y a l'homme politique qui est mal intentionné, et malheureusement aussi, puisqu'autour du chef de l'État, tous ceux qui se sont présentés être les meilleurs élèves, des agneaux, ne l'ont pas été. Il y avait des loups qui s'étaient déguisés. Ils se sont dit non, on ne peut pas le laisser avoir un bilan prestigieux. Il faudrait bien sûr que nous commencions à mettre des goulots d'étranglement, de manière à ce que ce qui est en train de se poursuivre aussi s'estompe quelque part. La consécration de la diabolisation de cette personne à travers qui les résultats sur le bien-être social commençaient à arriver. Mais est-ce que le chef de l'État avait compris qu'il y a une diabolisation pour que j'écarte le meilleur ministre que j'ai? Peut-être que le chef de l'État le comprend aujourd'hui. Il comprend que s'attaquer à Nicolas Kazadi, c'était plutôt s'attaquer aux réformes, puisque les gens veulent revenir à l'opacité. Revenir à l'opacité et notamment la consécration du fait que l'actuel ministre des Finances a même abandonné l'application de la loi sur la déclaration fiscale du patrimoine Doudou Famba et de revenus de personnes physiques. Doudou Famba. Je parle ici, je parle de l'actuel ministre des Finances. Oui, mais c'est Doudou Famba, n'est-ce pas? Le chef de l'État peut le constater aujourd'hui à travers la compromission de la gratuité de l'enseignement. Le chef d'État peut comprendre aujourd'hui que la gratuité d'accouchement est suspendue. Oui, c'est suspendu, il y a rupture. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde paye. La gratuité de l'accouchement est suspendue. Il faut aussi souligner que les chantiers sont en train de s'arrêter. Nous avançons droit vers la cessation de paiement. C'est très grave. Quand celui qui était là a laissé le pays dans un état de sous-endettement concernant la dette extérieure. Mais aujourd'hui, tous ces acquis, nous sommes en train de nous éloigner dangereusement et gravement des acquis sous Nicolas Kazadi. Malgré les appréciations qui tombent de partout sur Doudou Famba ici, alors qu'il y a des faits comme ça. Mon cher, je veux bien. Je veux bien. Moi, je pense que le ministre Doudou Famba est en train de faire un travail. Oui, mais quand il y a des révélations comme ça, c'est-à-dire que ça ne va pas. Il faut le dire, il faut dire clairement. Mais lorsque le déficit du Trésor est incontrôlé aujourd'hui, c'est que j'ai dit, le ministre des Finances le sait, l'actuel, le déficit du Trésor est incontrôlé. C'est puisque l'intelligence de l'intelligentsia qui était mise en place pour canaliser, pour organiser, pour réorganiser un secteur qui était mourant, a été suspendue au nom de la politique, au nom des attaques politiciennes. Mais si seulement les faits pouvaient répondre aux attaques politiciennes. Le plus important ici, c'est quoi? Un seul Congolais répondra après les 10 ans qu'il aura passé à la tête du pays. Le chef de l'État, lors de sa deuxième investiture, après sa réélection, il a pris un engagement représentant son deuxième quinquennat. Et cet engagement était basé sur 6 axes principaux. J'ai retenu que le chef d'État s'engageait effectivement à travailler pour l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Lorsqu'on parle de l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais, nous savons voir et nous savons comprendre ce que cela veut dire. Mais comment allons-nous
travailler dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat, lorsque aujourd'hui, ce qui était en train d'évoluer bon train commence à être suspendu. Lorsqu'aujourd'hui, nous risquons de voir les enfants qui partaient à l'école. Le fait de la prise en charge de l'État, le fait de la prise en charge par l'État de la scolarisation des enfants était un combat tacite contre la délinquance juvénile et notamment le phénomène Koulouna. Puisque ces enfants qui nous piquent des téléphones, par le fait de ne pas être instruits plutôt, cette fois-ci, ils les sont et pris en charge par l'État. Je crains effectivement avec cette résurgence du phénomène Koulouna que nous en ayons davantage, puisque la crainte ici est que nous ne soyons plus en mesure de financer la gratuité de l'enseignement. Que le goût que les femmes ont eu, effectivement, d'accoucher gratuitement sous la prise en charge de l'État soit suspendu. Effectivement, que l'État ne soit plus en mesure de financer la vaccination, par exemple. Et bien d'autres choses que nous avons vu évoluer, que nous avons vu venir, et même aussi la confiance renouvelée avec ces institutions de Bretton Woods. Les finances publiques reposent sur des principes, et ces principes sont d'application. Ces principes sont de strictes applications. Mais lorsque ces valeurs aujourd'hui sont en train d'être banalisées, dégradées, sont en train d'être dégradées, nous nous attendons à quel résultat? Voilà pourquoi je voulais tirer la sonnette d'alarme. Je voulais dire au président de la République, il avait assuré de ne plus commettre les erreurs du passé. J'ai été l'un de ces jeunes sur plusieurs plateaux à dire au président de la République, je salue votre volonté politique qui était un chaînon manquant par rapport à la succession de présidents qui nous ont instauré des états d'hommes forts. Vous venez nous instaurer un état des droits fort, malheureusement. Les chaînons manquants que moi personnellement je constate aussi, c'est la problématique du casting quelque part. Il y a des hommes... Donc le chef de l'État a un problème de casting. J'ai dit ceci. Il y a à un moment donné un sérieux problème d'hommes. C'est vrai, avec le mécanisme politique, on doit composer avec les autres, peut-être même si avec eux on ne partage pas la même vision. Mais c'est vrai, ils viennent aussi avec leurs agendas derrière. Mais à la fin, le plus important, c'est que c'est le chef de l'État qui doit rendre compte des erreurs des autres. La gravité, c'est celle-là. Mais lorsque vous êtes entouré de loups et que vous savez que cela, par moment, c'est défini par le fondamental qui est la loi, il faudrait que vous soyez en mesure d'entretenir ceux qui rentrent dans le cadre de votre vision de manière à l'entretenir. Je dis, lorsque les finances publiques fonctionnent bien, le bilan est toujours positif. Tout à fait. Le chef de l'État pouvait être fier. Et la preuve est qu'il a été réélu à plus de 70% par le fait qu'il avait un bilan. Il a dit aux Congolais, j'ai construit les infrastructures. Il a dit aux Congolais, les enfants partent à l'école. Il a dit aux Congolais, les femmes accouchent gratuitement. Il a dit aux Congolais, la retraite moyenne est passée de moins de $10 à plus de $200. Le chef d'État a dit aussi qu'il va relier la RDC à travers la construction de la route qui quitte de Mwanda ici vers Bukavu. Exactement. Mais où en est-on aujourd'hui? Le chef de l'État était en train de réciter Nicolas Kazadi. Ah, d'accord. Oui. En relevant les points positifs produits par l'amélioration ou la reconstruction des secteurs des finances publiques. En d'autres termes, le chef d'État récitait les actions, les prouesses de Nicolas Kazadi, bien sûr, sous son impulsion. Parce que c'est le chef d'État qui a impulsé cette gestion à travers un fidèle lieutenant, un loyal lieutenant qui se trouvait être Nicolas Kazadi. Maintenant, le peuple congolais s'étant vu face aux faits, donc le peuple congolais sachant relier les discours du chef de l'État aux faits, lorsqu'il parle de la construction des infrastructures, effectivement, il y en a. Lorsqu'il parle de la gratuité de l'enseignement, les enfants partent à l'école. Les parents vérifient cela. Lorsqu'il parle de l'accouchement gratuit, les femmes sont là à écouter. Ils ont dit celui-ci est vrai. Je crains qu'au sortir du deuxième mandat, ça veut dire à la fin, que le peuple revienne dire au chef de l'État, tout ce que nous croyons être l'héritage qu'on devait avoir, qu'on avait même déjà, s'est envolé, s'est volé à l'éclat. À travers le laps de temps qui reste. Souvenez-vous, en 3 ans, de 2021 à 2024, Nicolas Kazadi a recréé le secteur des finances publiques. La coïncidence est que le chef d'État n'a plus que 3 ans. Mais que ce qui était constitué déjà est en train d'être détruit. Ça veut dire en 3 ans, on peut encore le refaire. Si le choix ne passe pas, si le choix passe en premier que la malignité politicienne. Parce que, à la limite, il faut souligner que Nicolas Kazadi n'a pas quitté le gouvernement pour raison d'incompétence. Il a été mis à l'écart d'abord pour des cabales politiques. Il a été victime d'un complot politique
Alors, victime d'un complot politique, heureusement que nous avons une justice qui a établi le droit, n'en déplaise à ces détracteurs qui, malheureusement, en lieu et place de s'amender, continuent à faire leur travail. Mais nous, peuple, nous en tant que peuple, nous pensons que nous devons taire, nous ne devons même pas nous intéresser à ces cabales que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons besoin de ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien pour nous, je viens ici de rappeler qu'il y a eu un acteur. Il y a quelqu'un qui a travaillé dans ce sens-là. Et si nous avons besoin de revoir ce paysage, ces beaux paysages qui commencent à devenir une histoire passée, il faudrait bien sûr que nous sachions faire le choix, encore qu'on ne fait pas l'essai technique en pleine autoroute. En pleine autoroute, on met les techniciens. Très bien. Mais aujourd'hui, certes, Nicolas Kazadi a présenté un bilan largement positif, tenant compte des réalisations que vous venez d'étaler ici. Mais aujourd'hui, il se pose un problème, le fait qu'il avait des contentieux avec la justice. L'Assemblée nationale venait tout de même de le laver. Mais dans l'opinion, il y a une nouvelle perception. On pense qu'il a été lavé pour sacrifier l'autre. Non. D'abord, je n'aimerais pas parler de la justice parce qu'il y a deux choses. La justice par rapport à l'ancien dossier, forage et lampadaire, cabale politique. C'était déjà clos. C'était clos. Je suis dans le regret de voir que même certaines personnes que je croyais être intellectuelles faire des raccordements frauduleux. Il y en a qui disent non. Regardez le raisonnement des Congolais. Lorsque vous lui parlez d'une personne qu'il déteste, il vous dit lui c'est un violeur, lui c'est un voleur, lui c'est ceci, cela, et vous lui dites prouvez. Il dit non, c'est comme ça. Donc le peuple s'empêche de réfléchir. Vous sentez que les gens, ils ont eux-mêmes emprisonné leur cerveau. Les gens eux-mêmes sont dans le prestige de ces savoirs prisonniers. Ils sont devenus figés. Ils sont devenus fanatiques du mensonge. Démontrons le fait. Lorsque vous dites qu'il a volé, j'ai même fait un débat avec un avocat. Voilà pourquoi je me pose la question. Si vraiment les diplômes qu'on nous donne aujourd'hui, nous les méritons. Heureusement que ce n'est qu'une présomption du savoir. L'avocat me dit, mais c'est le saint voleur. J'ai dit, ok, d'accord, c'est ton opinion. Prouve-le. Prouve-le-moi en tant qu'avocat. Non! On a ma caméra politicien. Prouve-le-moi, c'est toi l'avocat. Je te permets d'être du camp de la République comme tu veux. Défends la République face à moi, le camp du diable, mais prouve-moi que celui-là est un voleur. Il n'a pas pu placer un mot. Mais voilà la révélation. Voilà le savoir. Voilà la manière. Nicolas Kazadi était ministre des Finances. Moi, je suis chaque jour, on m'attaque en tant que gestionnaire chargé de l'administration du Stade des Martyrs. Je dis, au Stade des Martyrs, je suis chargé de l'administration. Je ne me défends pas. Le bilan est collectif puisque nous sommes un comité. Oui. Mais la compétence est d'attribution. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis peut-être le gestionnaire le plus médiatisé par le fait que je passe à la télé. C'est ce qui fait que tout ce qui se passe au Stade des Martyrs, c'est moi. On vous indexe, oui. Mais pourtant, je ne suis que chargé de l'administration. Moi, je ne m'occupe que de l'administration. Je gère les papiers. Je gère les écrits et les agents. C'est tout. C'est ça mon activité. L'assainissement, c'est la pas situation des agents. Je ne gère pas l'assainissement. Je n'entre même pas dans ça. Ce ne sont pas mes oignons. Je ne connais même pas comment ça se passe. Parce qu'on parle de l'assainissement. Je gère les agents. C'est tout. Vous voyez? Donc ça veut dire que les agents, quand ils viennent, leur situation, ils ont des problèmes, je les régularise. Je les affecte dans leurs cellules. Ces cellules-là sont aussi gérées par d'autres gestionnaires. Comme moi, on a la même qualité. Je ne suis pas supérieur à eux, peut-être en termes de la préséance. Je suis l'administrateur gestionnaire adjoint, le préséant de tous. Vous voyez? Par le fait que c'est l'administration que je gère. Mais il y en a qui gèrent la sécurité. Il y en a celui qui gère les finances. Il y en a celui qui gère les questions juridiques. Il y en a celui qui gère la maintenance. Tous nous sommes des adjoints. Et notre travail converge vers un qui est le numéro 1. D'ailleurs, si je dois le dire, le Stade des Martyrs à cet état-là, s'il y avait une critique à faire, en toute conscience, c'est de nous donner des diplômes de mérite. Un stade sans revenus, un stade sans ligne budgétaire, un stade dont la ressource est bloquée et suspendue par une décision gouvernementale. Mais nous arrivons à la garder jusqu'aujourd'hui dans des places aux détracteurs, puisque si ce que les détracteurs disent était vrai, ces stades-là ne seraient plus homologués. Mais il l'est. C'est parce que nous savons faire un travail. Mais je suis attaqué, on ignore ma compétence, tout comme on le fait pour Nicolas Kazadi. Ministre des Finances, il a des attributions, ce qui caractérise sa compétence. Il y a deux projets sectoriels. Un projet sur les lampadaires, les projets
amené par la ville de Kinshasa à l'époque dirigée par Gentini Ngobila. Un autre projet sur les stations, faut préciser, stations forage. Parce que la diabolisation a commencé par cette terminologie-là. Les gens ont préféré parler du forage et minimiser la capacité des dessertes en lieu place de parler de la station forage. Et pourtant, nous avons vu là-bas de financer d'autres stations forage à plus de plus de 700 000 $. Non, cette affaire est déjà close. Non, cher ami, ne banalisons pas. Oui, c'est banal puisque c'est un dossier ridicule pour un pays. Caméra d'ailleurs c'est un dossier très ridicule pour un pays. Mais je voulais ici dire à ceux qui font la confusion. Il a exécuté un dossier qu'il a trouvé par rapport à ses attributions au ministère des Finances. Il finance. C'est votre projet. Les chefs d'ouvrage, c'est vous. Moi, je finance en tant que ministre des Finances. Moi aussi, je me pose la question chaque jour. Parce que c'est l'argent du contribuable. Nous devons demander où se trouvent nos forages. Je pose encore ici la question. Où se trouvent nos forages? Où se trouvent les lampadaires? Belle question. Mais je la pose à qui? C'est ça le problème. Je dois la poser à ceux à qui nous devons attendre l'exécution. Puisqu'ils ont reçu le financement. Il y a de lampadaires, non? Voilà pourquoi. Le ministre des Finances a été convoqué comme un renseignant. Ça a commencé d'abord par rapport à ses attributions. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ont été arrêtés. Mais pourquoi ils ont été arrêtés? C'était puisqu'ils étaient responsables de projets. C'est eux qui devaient produire dans le ministre Robota. C'est parce que c'était eux qui... Quand tu as dit qu'il y a des lampadaires, mais c'est ça qui fait que Gentini Ngobila est libre, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui était plongé, impliqué dans ce détournement, a été arrêté. Pourquoi nous voulons attribuer ça à quelqu'un par l'effet d'une manipulation et une intoxication? Et pourtant, celui-là, nous venons d'évoquer son bilan ici en tant que ministre des Finances. C'est diabolique. C'est ça un peuple méchant qui refuse le savoir, qui refuse la connaissance, qui accepte les mensonges. Vous pouvez être aujourd'hui celui qui alimente les mensonges, mais demain vous pouvez aussi être celui qui subit les mensonges. Parce qu'on peut aussi monter des dossiers contre vous. Voilà pourquoi nous devons nous lever tous, combattre cette antivaleur. Vital Kamerhe, qui d'ailleurs était sceptique sur ce dossier-là, venait de faire une déclaration sur cette affaire de forage et lampadaire. D'ailleurs, il s'est repenti. Il a dit devant les élus qu'il a été induit en erreur pour crucifier Nicolas. Il a été induit en erreur parce qu'il y a quelqu'un qui lui en voulait pour des raisons non autrement identifiées au ministre et à d'autres membres du gouvernement sûrement, bien que lui-même aussi impliqué dans les détournements sûrement. Nous apprendrons beaucoup de choses dans l'avenir. Et il a sous-traité des communicateurs. Il commence à utiliser l'argent de l'État qu'il est censé canaliser pour le bien du pays, mais il commence à utiliser, financer les communicateurs, financer des journalistes qui consacrent des plateaux entiers pour détruire l'image à travers une communication sociologique médiocre d'ailleurs. Vous parlez de qui? Je ne sais pas. On s'était convenu ici de ne pas parler des individus. Mais moi, j'en parlerai. Sinon là, nous serons en train de citer plusieurs noms parce qu'il y avait une machine communicationnelle juste contre un individu. Non, ce n'était pas contre un individu. C'était contre le chef de l'État. Et les réformes. Puisque le bilan que nous évoquons ici, ce n'est pas le bilan de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi n'a jamais été élu par l'ensemble du peuple congolais. Il est élu comme député dans une circonscription. Mais le chef d'État a une circonscription unique, ça veut dire le pays. Le bilan lui revient. Parce que tous ces gens membres du gouvernement, c'est lui qui les a mis en place. Alors lorsqu'il y en a qui commencent à travailler dans le sens d'accompagner le chef à constituer un bilan et qu'on s'attaque à lui, ce n'est pas à lui qu'on s'attaque, c'est au président de la République. Je pense, le temps étant révélateur, aujourd'hui que nous avons tous les indicateurs, aujourd'hui que le chef d'État observe la dégradation des secteurs des finances publiques, toutes les conséquences doivent être tirées et que le mérite doit revenir à celui qui mérite réellement. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait inflation aujourd'hui alors que il y a peu, le Congolais ne vivait pas ce phénomène d'inflation, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus. J'ai parlé ici de la rupture de principe, la rupture du respect de principe des finances publiques, une sorte de le refus des réformes. Qui est derrière cette rupture? Non, qui est derrière cette rupture, je ne sais pas, c'est la diabolisation. Derrière cette rupture, il y a la diabolisation, puisque nous étions déjà en train de décoller. On avait pris l'envol. Mais d'emblée, les gens se sont organisés à organiser un crash. Vous voyez? Voilà, c'est ça la réponse. Nous étions en train de prendre l'envol, mais les gens se sont organisés à organiser un crash. Heureusement qu'on n'avait pas encore pris l'altitude
et que tout est encore récupérable, il est grand temps. Si en 3 ans, on a refait ce qui n'existe pas, en 3 ans, on peut aussi racheter ce qui est en train d'être détruit. Le chef d'État n'a plus que 3 ans pour donner au peuple congolais le prestigieux bilan au regard du combat du feu Dr Étienne Tshisekedi, qui a prôné le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, c'est aussi la finalité de l'action de l'État que j'ai rappelé, le bien-être social à travers l'action du gouvernement. L'action du gouvernement, l'âme de cette action, c'est notamment le secteur des finances publiques. Président de la République, à vous de faire le choix. Avez-vous le choix de laisser l'image sombre comme vos prédécesseurs, ou bien avez-vous le choix de faire honneur à un combat puisque vous avez la chance ou la malchance d'être issu d'un combat et votre combat avait une thématique qui s'appelait le changement. C'est quoi le changement que vous voulez apporter? Vous voulez donner le changement positif ou le changement négatif? Et pourtant, c'est au nom d'un changement positif que vous avez été réélu. Fort malheureusement, il y a maintenant un changement négatif qui commence, l'ombre d'un changement négatif qui commence à planer. Tout dépend de votre choix. Voulez-vous que le peuple congolais garde la belle image qu'elle a gardée lors de votre réélection, ou bien voulez-vous qu'après vous qu'on parle de vous comme votre prédécesseur? C'est un choix une fois de plus. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de l'émission, mais nous avons quelques questions venant de nos téléspectateurs qui voudraient savoir, poser la question à Cédric Moudiatou, si vous aviez l'oreille du président de la République, parce que vous parlez de Nicolas Kazadi qui doit revenir pour continuer ses réformes, quelles seraient vos 3 recommandations urgentes que pouvez-vous faire à Nicolas Kazadi avant qu'il ne revienne pour le redressement de la situation actuelle? Non, je pense que les recommandations à faire à Nicolas Kazadi, moi je pense que Nicolas Kazadi déjà a fait preuve d'être un homme d'État. Sa récente sortie médiatique l'a prouvé. Il est venu avec une sortie médiatique pédagogique pour dénoncer ce qui aujourd'hui est en train de plomber l'élan du travail qu'il avait fait. Il n'y a pas de recommandation à lui faire puisqu'il sait ce qu'il fait. Il a toujours été engagé. Nous connaissons sa dévotion pour la nation. Tout ce que nous avons à lui dire, c'est de pardonner à ses détracteurs. L'unique mot ici, le maître mot, c'est de lui demander de pardonner à ses détracteurs. Le temps l'a lavé. La vérité a fini par triompher. Aujourd'hui, on commence à parler d'un raccordement frauduleux. On commence à parler d'une protection du régime. On évoque beaucoup de choses par les détracteurs pour vivre et continuer leur méchanceté, mais le peuple congolais a compris qu'il était victime des attaques, victime d'intoxication, victime de la diabolisation. Le maître mot, j'ai dit, ce que je pourrais dire au ministre, à l'ex-ministre des Finances et député Nicolas Kazadi, c'est de pardonner à ses détracteurs, mais aussi de pardonner à ceux qui ont tenté l'humilier en l'enlevant, en organisant un enlèvement contre lui. À Mbujimaï. Juste pour l'humilier et salir davantage son image. Oui, c'est un homme dont les valeurs sont connues. Il peut porter plainte contre ces gens-là. C'est contradictoire à ce que je dis. J'ai demandé qu'il puisse accorder du pardon. Qu'il puisse pardonner puisque le peuple n'est pas dupe. Mais le plus important, nous pensons que les indicateurs, les faits à travers les temps ont parlé. Les faits sont aujourd'hui en train de répondre à ses détracteurs alors que lui, il a maintenu sa position de silence. Au chef de l'État de tirer les conséquences. Dernière question pour un téléspectateur qui voudrait savoir le budget de 14 millions, le budget de 14 milliards, 16 milliards. De 16 milliards de dollars existe jusqu'aujourd'hui, oui ou non? Non, mais le budget, c'est un objectif. Le budget, c'est un objectif. C'est bien pour ça qu'à la fin de l'exercice budgétaire, on parle du déficit, tout comme on parle de... comment il y a le déficit lorsque vous n'avez pas atteint l'objectif qui se trouve être le bilan, ou même encore l'excédent lorsque vous avez fait plus. Sous Nicolas Kazadi, on avait oublié les mots déficit budgétaire puisque nous atteignions et nous faisions toujours au-delà. Alors le budget, c'est aussi son usage, c'est qu'on en fait. La canalisation et l'orientation, c'est vrai, il y a le ministère du budget qui fait ce travail-là, mais le ministère des Finances s'arrête juste à la mobilisation de recettes. Et ces recettes-là, au regard du programme que j'ai dit être l'objectif qui se trouve être le budget. Donc, je pense, le plus important ici, peut-être il n'y a pas l'impact par rapport à ça. Il y a encore des questions à évoquer au regard des affectations, la priorité. Mais j'ai évoqué ici que nous avions des priorités et que ces priorités avaient rencontré des réponses. C'est la gratuité de la maternité, gratuité de l'enseignement, financement des infrastructures, ainsi de suite. Lorsque nous ne ressentons plus cela, sûrement, le budget est déjà en train d'être déficitaire. Nous ne gardons plus que le montant. Oui. On ne garde plus que le chiffre. Mais la consistance, le contenu n'est peut-être plus le même puisque ce qui était à la base de l'alimentation de ce budget, cette discipline-là
a commencé à cesser. Nous parlons encore aujourd'hui de 16 milliards, mais est-ce que réellement, est-ce que nous mobilisons encore jusqu'à atteindre cela de manière à répondre aux besoins de divers secteurs? C'est cela le problème. Parce que on peut avoir un budget de 20 milliards, mais si on n'arrive pas à mobiliser jusqu'à 20 milliards, c'est ça le déficit. Mais sous Nicolas Kazadi, c'était pratiquement impossible de parler de déficit budgétaire. Très bien. Faites une recommandation, une seule recommandation au chef de l'État, parce que c'est lui qui a prêté oreille à des cabales politiques et a pu écarter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui profile à l'horizon. Après les consultations, certainement qu'on aura un gouvernement d'union nationale. Faites alors une recommandation au chef de l'État pour lui demander justement de renouveler la confiance à des gens ayant la connaissance qu'il faut en matière de finances publiques. Non, d'abord, il faut préciser une chose. Le chef de l'État n'a pas écarté parce que le travail des détracteurs était de diaboliser Nicolas, salir son image à l'égard du chef, qu'il soit vu comme un mauvais élément à mettre, ignorant que ce n'est pas la personne de Nicolas, mais c'était le bilan de Nicolas qui criait plus que les bruits des détracteurs. Et les chefs de l'État avaient pris une décision sage, neutre, comme un père de famille. L'effet par Nicolas Kazadi d'avoir été mis devant la justice comme renseignant, on devait le mettre à l'écart, justement. Ça, c'était la résultante de la diabolisation, c'est vrai. Mais maintenant que tout a été établi qu'il était victime, il n'était pas impliqué à quoi que ce soit, et qu'il est sorti du gouvernement tête haute. Donc, en d'autres termes, on l'a abattu arme à la main. On l'a tué comme un vrai général. Il est temps de lui redonner ses grades. Il est temps de lui redonner ses grades. Donc, ce n'est pas un fouillard. Ce n'est pas quelqu'un qui, au fond, a fui. Il a eu les balles par le dos. Non. Il a eu les balles, il a affronté les dangers. Et il en est sorti. Ça veut dire que lorsque un militaire sort du front, il amène la victoire, ben on lui donne les galops. Il faut lui redonner ses galops. Il faut qu'on lui permette de continuer, puisqu'il a fait preuve d'être une personne qui avait une marche, qui avait une destination. Il savait où allait-il et il savait la vision qui accompagnait sa marche. Maintenant, permettons-le d'atteindre sa destination. Très bien. Merci d'être passé, Cédric Moudiantou. C'est à moi de te remercier. Merci à l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés pour la suite des programmes. L'œil du peuple, la politique sans filtre.